Shalom Obracha. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, nous allons étudier ensemble la paracha de Tolot. Alors nous allons lire ensemble le shlishi de la paracha. Vayigdal ha'ish vayelech alok vegadel ad ki gadal meod. Yitzhak Avinu, vous vous rappelez bien, est parti en Plishtim, chez le roi Avimelech. Là-bas, il y a eu des problèmes avec sa femme Rivka, n'est-ce pas? Finalement, ça s'est bien arrangé. Avimelech a dit, tu peux habiter où tu veux. Pas de problème. Yitzhak s'installe donc en terre de Plishtim. La terre de Plishtim, c'est les environs d'aujourd'hui, Ashdod, Ashkelon, la bande de Gaza, tout ça, c'est à l'époque de... Donc à cette époque-là, ça s'appelle Plishtim. Alors Yitzhak Avinu, il s'est implanté, il n'y a pas de problème, il a ouvert sa chaîne de restaurants, etc. Tout va très bien, ça marche. Donc il prospère, Baruch Hashem, il a beaucoup de bétail, menu bétail, gros bétail, Avoda Rabba, beaucoup d'esclaves. Voilà, ça commence tout de suite. Les Philistins sont jaloux. Alors, le passage nous parle des puits. Il y a des puits qui avaient été creusés à l'époque de Abraham. Bimé Abraham. C'était mon Philistins. Les Philistins les ont bouchés. Ils les ont remplis de terre. Avimelech, donc le roi de Plishtim, vient voir Yitzhak. Lech mimanu, va-t'en. Ki atzamta mimenu beod, tu es trop puissant. Vailech misham Yitzhak s'en va, vaïchan Tigral, et il s'installe un peu plus loin, donc aux alentours du fleuve de Gra, et il s'installe là. Vayash Yitzhak, vayarpor et be'erot ha'mayim asher chafru b'mei Avraham. Alors Yitzhak vient, qu'est-ce qu'il fait? Il recreuse les puits qui avaient été creusés à l'époque de son père. Mais qui ont été bouchés par les Philistins. Et il va les appeler par les mêmes noms que son père avait appelé ces puits. Alors les esclaves de Yitzhak ont creusé dans le fleuve. Et ils ont trouvé là-bas une source d'eau, comment s'appelle? Voilà, l'eau, comment s'appelle? L'eau minérale, quoi. Alors les bergers de Gra, donc les bergers de Philistins, viennent se bagarrer avec les bergers de Yitzhak, les morts, en disant Lanu Amaim, Loretanu. Alors il a appelé ce puits Essek. Pourquoi il l'appelait Essek? Ils sont disputés avec lui. Bon, alors ils sont éloignés, ils ont creusé un nouveau puits. Même sur ce nouveau puits, ils se sont bagarrés. Alors il a appelé alors il s'éloigne encore. Il creuse un nouveau puits. Mais là, voilà. Là, ils sont fatigués. Ils les avaient les yeux. D'accord? Quatrième puits. Alors il a appelé Rechobot. Pourquoi? Parce que maintenant, Akadosh Baruch Hu s'est montré clairvoyant avec nous. Et nous allons nous étendre dans le pays. D'accord? C'est la paracha, c'est le passage que nous allons étudier ensemble. Donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que la Torah nous raconte? Yitzhak Avinu veut s'installer en Eretz Plishtim. D'accord? Il s'installe, on lui fait des problèmes, il s'éloigne, il veut creuser un puits, on lui fait la bagarre, un deuxième puits, on lui fait la bagarre, un troisième puits, tout va bien. Voilà. Vous avez compris? D'accord? C'est clair, les détails sont, comment ça s'appelle? Les détails sont clairs. Il y a quelque chose qui vous dérange? Non, ça va? C'est un peu répétitif. Pourquoi on a besoin de savoir cette
Histoire. Qu'est-ce que ça nous intéresse? Alors il a creusé un premier puits, et il a appelé comme ça, et ils ont fait la bagarre, il dit bon d'accord, il fait un deuxième puits. Pourquoi on raconte tout ça? En quoi ça nous concerne? Est-ce que vous savez qu'Abraham Avinu se brossait les dents? Abraham Avinu se brossait les dents ou pas? Il se lavait? Non. Il se lavait? Il se lavait? Il se lavait. C'est marqué dans la Torah? Non. Pourquoi? C'est normal. C'est futile. D'accord? Qu'est-ce qu'on nous raconte dans la Torah? Des choses importantes. Les choses qui sont importantes, on va dire, qui ont un impact pour les générations à venir. Qu'est-ce que la Torah nous raconte là? Il a creusé des puits, et il avait soif, on lui a amené un verre d'eau, le verre d'eau il est tombé, bon il a amené un deuxième verre d'eau, il est tombé, troisième verre d'eau, Baruch Hashem. Non, ça nous importe puisque. Pourquoi ça nous importe? C'est important de savoir que comme quoi en fait il s'est battu en fait pour pouvoir vivre. Pour boire de l'eau. Non, pour pouvoir vivre dans ce pays, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu une vie facile quoi. C'est-à-dire que. Il n'a pas eu une vie facile. Non, ça nous apprend comme quoi nous aussi, si on veut quelque chose, on doit se battre pour il faut être pertinent. D'accord. Très bien. Bon, nous allons voir Bezrat Hashem plusieurs, comme ça s'appelle Zoxiques, sur cette question importante. Et on va voir que Bezrat Hashem, en effet, ces quelques psukim là ont une grande importance pour nous. Alors regardez la première chita, vous amenez devant vous les paroles du Ramban Nachmani. Le Ramban pose la question et il s'appelle Akatou Be'arich Be'inyan HaBe'erot. Donc le psukim il s'allonge sur l'histoire des puits. Ve'en be'pshuté ha'sipur to'elet ve'lo kavod gadol Yitzhak. Je ne comprends pas quel est l'intérêt de cette histoire, pose le Ramban. Vous, Vaviv Asoutam Beshavé, en plus, cette histoire-là des puits, ça a déjà été raconté. Donc la Torah nous dit, il a recreusé les puits de son père. Et alors, il y a l'histoire Betoch. Nous dit le Ramban, il y a là un secret. Vous écoutez? Il y a un secret. C'est quoi le secret? Qui bat l'odia d'avar atid. Il y a ici, c'est une prophétie cette histoire. Ah, c'est Beth Amikdash. Oh! Qui ber maim chaim irmoz et bet Elohim. Le puits duquel on tire de l'eau, c'est quoi l'eau? La Torah, la vie. Donc c'est quoi le puits duquel on tire de l'eau? C'est le Beta Mikdash. Alors en fait, il y a eu combien de Beta Mikdashot? 2. Et bientôt 3, c'est tu vois. Il y a 3. Le premier, il a été détruit. Il y a eu une bagarre, et donc il a été détruit. Le deuxième, il a été aussi détruit. Et le troisième, va rester. Alors en fait, ces psukim là, c'est en fait, on va dire, une allusion dans ces psukim à ce qui va venir, ce qui va arriver au peuple juif, à savoir le Beth Amikdash va être construit, détruit, et enfin construit. Maintenant, de façon générale, on peut dire aussi que, on va dire les noms. Le premier nom du premier puits, comment il s'appelle? Aïsek. D'accord? On dit par exemple, Aïsek, c'est-à-dire que. Alors, Mitasek. D'accord? Pourquoi il a été détruit le premier temple? Il y avait. Voilà, le Zarak, le Arion, je fais tout ce qui est en fait. Tout ce qui est un peu de balagan, du mélange. D'accord? Le deuxième puits, comment il s'est appelé? Sitna. C'est quoi Sitna? La haine. La haine gratuite. La haine. Sinat. Et le troisième puits, Bezrat Hashem. Bon, alors, première vision des choses, le Rambam nous dit en fait, sache-le, il s'agit ici d'une sorte de prophétie. Très bien. Deuxième vision des choses. Nous allons lire ensemble, Bezrat Hashem, les paroles du Emek Davar. Le Emek Davar, c'est le natif de Vologine, c'était le Rav du Rav Kook, le Rosh Yeshiva de Yeshivat Vologine. Alors, le Emek Davar voit dans cette histoire-là, on va dire, Maaseh Avot Siman Labanim. Donc, la conduite des pères, c'est un signe de ce qui va arriver aux enfants. Et il voit dans l'histoire de Yitzhak, on va dire, il voit dans l'histoire de Yitzhak ce qui va arriver aux Juifs en Galoute. Yitzhak, vous savez, c'est le premier qui est considéré comme un Galoutien. D'accord? Puisque quand Akadosh Baruch Hu dit à Abraham Avinu,
tes enfants vont être en galoute. De qui il s'agit tes enfants? Ça commence quand la galoute? Ça commence de la naissance de Yitzhak. Et donc, comme ce qui est marqué dans le passage, Vayagor Yitzhak Bikra. Yitzhak est venu comme un étranger à Gra. Donc Yitzhak, on va dire, c'est le premier étranger, d'accord, qui s'implante dans un pays qui n'est pas à lui. C'est le premier juif qui est en galoute. Bon, alors, comment on se comporte avec des juifs qui sont en galoute? Alors regardez ce qui se passe. Ça veut dire pas Sitna. Sitna, c'est une bagarre haineuse. Pourquoi ils n'ont pas précisé dans le passage pourquoi on les a appelés comme ça? Parce que tous les restes. T'as écrit? Hein? Là c'est clair. Là on dit juste le chêne. Oui, c'est C'est clair, clair. parce qu'ils se sont bagarrés. Donc, alors regardez ce qu'il dit le évêque d'Amman. Vaïlo Mikne Vaikan Od. D'arrive Begra et en Meloucha. Au début, qu'est-ce qui se passait? Abraham Avinu, il est parti s'implanter à Paris. Il s'est implanté où? Dans la ville, dans la capitale. Pourquoi il s'est implanté dans la capitale? Là, ça peut. Il y a du commerce, on peut faire de l'argent, tout va bien marcher. Ou Mistama, qui est derrière Meloucha. Qu'est-ce qui se passe dans la capitale? Bon, tu vas dans le 8e ou dans le 16e. Bon, là, tu as des juifs qui, bon, Hachem, ça marche. Puis il y a aussi des goïms que ça marche aussi. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, les riches, quand ils voient quelqu'un de plus riche que lui, qu'est-ce qui se passe? Ça lui sort les yeux. Non? Alors qu'est-ce qui se passe? Bachir Mitkane Bachir. Donc le riche, il est jaloux de son prochain. Ou Vioter ou Yehudi. Encore plus si c'est un juif. Alors qu'est-ce qui se passe? Avimelech, il vient et lui dit, va-t'en, tu es trop riche, trop puissant. Bon, va-t'en d'ici de la capitale. Comme ici, les gens ils sont riches et c'est les citoyens de premier niveau. Qui a tu es trop puissant. Ça leur fait mal. C'est comme des pics dans leur. Tu leur crèves les yeux, quoi. Et le roi, il ne peut pas être indifférent à la souffrance de ses sujets. C'est pour ça que malheureusement, je dois, on va dire, renoncer au pacte et à l'alliance que j'avais fait avec ton père, Abraham. Chez Esroud les Arons, la Après, il y avait un pacte d'alliance entre Abraham et Avimelech, selon laquelle Abraham pouvait habiter tranquillement dans toute Eretz Plishim. Qu'est-ce qu'il vient faire Avimelech? Là, il lui dit, va-t'en. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il tient pas son. Il tient pas le pacte. Il dit, mais j'ai pas le choix. Tu te rends compte, comme vous connaissez dans l'histoire de tous les pays en Europe, d'accord, les Juifs ils habitaient. Souvent, le roi, il était proche des Juifs. Mais qu'est-ce qu'il disait? Ouais, le peuple, Qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas, le peuple. Alors, continue. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, il continue le Emek Daba. Vesiper Akatouv, Kikar Ikre Baganut. Et donc, le passage qui nous dit en fait, voilà, c'est ce qui va se passer avec vous en Galout. Shiyu Godri Baadenu Shololago Bechol Pinot Haaretz. Ils vont nous dire non, ici les Juifs ne peuvent pas habiter. Ensuite, ici les Juifs ne peuvent pas habiter. Vous savez quel est le premier pays qui a fait l'expulsion de ces Juifs? La France. D'accord? La France. La vérité, c'est que les Anglais, ils étaient un peu avant les Français. D'accord? Donc ça a commencé, vous comprenez comment ça a commencé? Ça a commencé l'expulsion des Juifs d'Angleterre. Ensuite, l'expulsion des Juifs de France. Ensuite, l'expulsion des Juifs d'Allemagne. Ensuite, ils sont arrivés en Pologne et en Russie. Vous comprenez l'histoire, comment ça marche? C'est pour ça que dans les derniers, avant la création de l'État d'Israël, la majorité des Juifs se trouvaient où? En Pologne et en Russie. Pourquoi? Toute l'Europe de l'Ouest était vide de Juifs. Pourquoi? Ils ont tout simplement été vidés, ça s'appelle, en douce d'un pays à l'autre. D'accord? Les Juifs sfarades, c'était donc l'Espagne, ensuite le même système. Chacun dans son. Chacun avec ses copains. Alors. Mais en fait, ça a commencé chez qui? Chez Yitzhak. Yitzhak, où c'est qu'il arrive? On dit, ah non, ici, non, il était trop riche. Bon, va-t'en. Ah, non, ici, ça marche pas, il n'y a pas d'eau. C'est pas sûr. Bon, va-t'en. Etc.
misait la mano, non, pas sous le trait, regardez dans les mecs là-bas. On misait la mano der à Galout. On voit ce que c'est la Galout. Shakadosh Bokhu mais Aper Marchavot. Akadosh Bokhu fait exactement le contraire de ce qu'on pourrait croire. Umash la reine chez Maraïn, les familles, parfois, on a l'impression que c'est, comment ça s'appelle, c'est tragique, l'expulsion des juifs de ça, l'expulsion des juifs de ça, ça nous a l'air tragique. Mais qu'est-ce qui se passe? De toute façon, t'as un robot. À la fin, il y a une réussite, etc., etc. Donc qu'est-ce qu'il voit? Quand il comprend les mecs là-bas, il lui dit, regarde ce qui se passe ici, c'est tout simple. Ce qui se passe dans cette histoire-là de Yitzhak, c'est exactement les périples du juif en Galoute, que les gens ils sont jaloux de lui, qui lui disent c'est à cause de nous que vous faites de l'argent, vous vivez aux dépens des citoyens français, la France aux Français, et donc tout ça c'est quoi en fait? C'est exactement ce qui se passe avec Yitzhak. Et malgré tout quoi? Malgré qu'il y a des pactes, malgré qu'il y a des alliances, malgré que finalement Yitzhak il a pris rien à personne. Le Rabbi Hirsch, dans la même idée, il ajoute, il dit, sache que c'est la bracha de la Galoute. C'est une bracha qu'on s'est fait expulser, dit le Rabbi Hirsch. Parce que regarde ce qui serait passé. Imagine-toi qu'on se serait installé en Angleterre ou en France, et on aurait été bien à l'aise. Qu'est-ce qui serait passé? On aurait dit on est Assimilé. bien. On serait assimilé. Alors, ce qui se passe à chaque fois, les goïms, ils sont là pour nous rappeler que nous, on est différents. Nous, vous n'êtes pas de chez nous, d'accord? Vous n'êtes pas des vrais Français, vous n'êtes pas des vrais Anglais, etc. Et donc, automatiquement, le Juif, finalement, grâce à ça, il a gardé son identité. Donc, d'un côté, on va dire c'est une histoire triste et tragique. Comment le Juif a été refoulé d'un pays à l'autre pendant toute l'époque de la Galoute. De l'autre côté, vraiment, si on n'avait pas eu ça, on aurait été dans de beaux draps, on aurait perdu complètement notre identité. Le Rav Hirsch, il habitait en foule, non? Le Rav Hirsch, il habitait en Chou. S'il dit que c'est une bracha, pourquoi il n'est pas monté? Il ne pouvait pas monter à l'époque. À l'époque, toute cette époque-là, il ne pouvait pas venir en Eretz Israël. C'était vide. Alors regardez ce que dit le Midrash. Vayomer. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc, les Avimelech, ils viennent et ils disent on a vu que. Ah, on n'a pas terminé. On dit c'est des personnes qu'on n'a pas lu. Regardez après. Donc, dans le réveil de la paracha. Vayal, Misham, Be'er Shava. Alors, bon, Yitzhak Avinu, bon, Hashem, il y a eu les robots, etc., etc. Il s'en va. Il va où? À Be'er Sheva. וירא אליו אדוני בלילה ההוא ויאמר אנוכי אלוהי אברהם אביך תירא כי תקרא אנוכי ובחרתיך פניתי את זרעך ואמרו אברהם אביך. ויבן שם מזבח ויקרא בשם אדוני ויעל שם העולו ויקראו שם עבדי יצחק באר. Il arrive à Be'er Sheva, qu'est-ce qu'il fait Yitzhak? De nouveau il creuse un puits. Va'avimelech alach elav migra. Et voici qui c'est qui arrive à Be'er Sheva? Avimelech. Va'achuzat nereu. Il vient avec toute sa. Comment ça s'appelle? Toute sa. Ça court. Ou Pichos et Tsebaon, et avec son, comment ça s'appelle, son Ramalkal. Vayomer Aleem Yitzhak. Alors Yitzhak, il leur pose la question. Madoua batem elai, qu'est-ce que vous faites ici? Vatem seletem oti. Vous m'avez en haine. Vatishalchoni mitechem, vous m'avez renvoyé de chez vous. Vayomru, alors ils répondent. Ra'o ra'inu, ki haya Adonai ha'imach. On a vu que Kadosh Baruch Hu, il est avec toi. Dieu est avec les Juifs. Vanomer. Alors on a dit, Teina ala benotenu benenu benecha. Viens, on va faire un pacte. Comme nous sommes des spécialistes pour garder les pactes, d'accord? Donc nous voulons refaire un pacte. Imtase manoura. Si tu nous fais du mal, Kacher onegaranoucha. Non, on t'a jamais fait de mal. Vekacher asinu imcharakta. On t'a fait que du bien. Vanel shalechacha beshalom. Et on t'a renvoyé en paix. Alors qu'est-ce qu'ils lui disent? Nous, on t'a toujours fait que du bien. Le Midrash, il raconte une histoire. Il y avait une fois, comment ça s'appelle, le lion.
dans la forêt où c'est le lion. Il a mangé une petite, comment ça s'appelle, une brebis, et le pauvre, il y a eu un os qui a été, comment ça s'appelle, qui s'est coincé dans sa gorge. Alors, et comme ça s'appelle, dans toute la forêt, ils ont envoyé une missive. Le roi lion demande, est-ce que quelqu'un peut lui enlever l'os, comment ça s'appelle, l'os de la gorge? Ça fait très très mal. Là, tout le monde vient, il essaye, et personne n'arrive. Arrive, comme ça s'appelle, la cigogne. La cigogne, elle a un long bec. D'accord? Alors la cigogne, elle rentre son bec, comme ça s'appelle, dans la gorge du lion, et elle lui enlève l'os. Alors après, la cigogne vient voir le roi lion, et dit, ça s'appelle, voilà, il faut... Récompensé. Il faut payer, j'ai travaillé. Paye la tête. D'accord? Et le roi lion qui lui répond, écoute, tu peux dire merci que je ne t'ai pas dévoré. Tu pourras raconter à toutes tes copines que toi tu as rentré la tête dans la gueule du lion et qu'il ne t'est rien arrivé. Alors Midrash raconte ça sur quoi? Sur cette histoire. Donc qu'est-ce qu'ils disent en fait à Abimelech? On t'a fait que du bien, puisqu'on t'a renvoyé sans te tuer. Donc il faut que tu dises merci. Vous vous rendez compte? D'accord? On t'a fait que du bien. D'accord? Nous sommes un pays d'accueil. Nous sommes un pays d'accueil. D'accord? Dites merci qu'on vous frappe pas. C'est vraiment très 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 gentil. Vous connaissez cette histoire? Ça vous rappelle quelque chose dans l'histoire? Bon, alors, c'est l'histoire du peuple juif, d'accord? Dis-nous merci que... Alors, on t'a pas tué. Bon. Alors maintenant, présente Hachem, on a vu l'option, comment ça s'appelle? Le Ramban nous dit c'est pour les Beth Amikdashot. Le Rav Hirsch nous dit c'est les périples du juif en Galout. Et maintenant, présente Hachem, nous allons étudier la vision du Midrash. Alors, lisons ensemble le Midrash. C'est le Midrash Rabbah Parasha Samer Dalet. Vayeshev Yitzhak Vayarpo. Kama Be'erot Rafar Avinu Yitzhak Be'er Sheva. Alors, combien de puits Yitzhak Avinu il a creusé? Rabbi Yehuda Amar Arba. Il en a creusé 4. Pourquoi? Keneged Ken Naasu Banav Arbat Galim Amidbar. Contre les 4 drapeaux qu'il y avait dans le désert. Rabbanan après, nos sages disent Chamesh, non, 5. Keneged Chamisha Sifre Torah. Contre les 5 livres de la Torah. Je répète. Yitzhak Avinu, il a creusé 4 ou 5 puits. Ça dépend comment on compte les puits. En fait, dans le texte, c'est combien de puits? En tout et pour tout. Il y a 5. Il y a les puits de Abraham. 3 puits à Abimelech et 1 puits à Beersheba. En tout et pour tout, ça fait 5. Dans la question, est-ce que tu comptes le puits de Abraham ou tu ne comptes pas le puits de Abraham? Dans tous les cas, d'accord, il y a ou 4 ou 5 puits. Alors, pourquoi 4 puits? 4 drapeaux. Pourquoi 5 puits? 5 livres de la Torah. Je vous écoute. Je vous écoute. Qu'est-ce que le Midrash veut nous dire? Bon, d'abord, quelle est la question du Midrash? Quelle est la question du Midrash? On nous parle du nombre de puits. Qu'est-ce que ça représente les puits? Qu'est-ce que ça représente? Les puits, d'accord? Pourquoi la Torah nous raconte cette histoire de puits? Pourquoi faire? Très bien. Alors, Pourquoi les comparer à 4 drapeaux? Très bonne question. C'est quoi les 4 Les drapeaux, C'est quoi les 4 drapeaux? Dans le campement du désert, d'accord, il y avait 4 campements autour du Beth Amikdash. Chaque campement avait un drapeau. Donc le drapeau, c'est un drapeau, voilà, un drapeau national, quoi. Quel rapport avec les drapeaux en Bouddhaï? Les drapeaux, ça représente les tribus. Les drapeaux, ça représente, il n'y en a que 4. Ouais, 4 tribus. Mais dedans, elles sont complètes toutes dans la terre. D'accord, ça représente 12 tribus. Et alors? Pour montrer son emprise sur la terre. Maintenant, il arrive, il plante Oh, quelque chose qui représente le... fait. Qu'est-ce que tu dis? C'est quoi les drapeaux?
Quand Neil Armstrong il arrive sur la Lune, qu'est-ce qu'il a fait? drapeau. Le drapeau. Pourquoi faire? Pour La marche. Hein, non. Quand il y a l'étendard à la guerre, c'est quoi l'étendard? C'est le bonhomme qui porte le drapeau. Et tant que l'étendard est debout, c'est bien, on tient. D'accord? Finalement, quand on conquiert un pays, qu'est-ce qu'on met? On plante son drapeau. Qu'est-ce qu'il fait Yitzhak? Qu'est-ce qu'il fait Yitzhak? Il plante ses drapeaux. Il plante ses drapeaux. Quel drapeau? Donc quand vous parlez là, Des pluies. mais c'est quoi ces pluies? Quel rapport avec des drapeaux? C'est bien joli vos histoires. Bah, ils sont creusés genre dans la terre. Et après on met un drapeau dans plein du puits. C'est ancré quoi, ça bouge pas en plus. Tu peux pas le. C'est quoi? Quel rapport entre les drapeaux et les puits? C'est que quelqu'un qui a un puits, il est maître à l'époque. Bien fait. C'est quoi le but du puits? Le but du puits, c'est en fait de dire j'ai un contrôle, j'ai une emprise sur la terre. Maintenant, regardez ce qui s'est passé. Quel est le puits, le premier puits que Yitzhak Avinu creuse? Celui d'Abraham. Pourquoi? Il était rebouché. Mais pourquoi ils l'ont bougé? Parce qu'ils ont dit c'est plus à toi, Oh, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire? Ils ont voulu dire, il n'y a pas de... Non, les Juifs, ils ont habité en Eretz Israël, les Juifs. Jamais, on ne connaît pas. Vous avez des Juifs en Eretz Israël. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, tout simplement, on élimine l'épreuve. On élimine l'épreuve. D'accord? Vous connaissez ce système? Vous savez, jusqu'à aujourd'hui, ça marche comme ça. D'accord? Arabaït, Khorvot Shlomo, il essaie sans arrêt de détruire les preuves archéologiques. Pourquoi? Ben non, vous n'avez jamais été là. Avec la Kochav Yaakov, il y a des puits, on s'appelle des pressoirs, il y a 2000 ans. Kochav Yaakov, il y a des pressoirs, vous savez? Des pressoirs, il y a 2000 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a 2000 ans, les Juifs, ils habitaient où? À Kochav Yaakov. D'accord, entre autres. D'accord, entre autres. Donc, il y a... Maintenant, Abraham, lui, il a creusé son puits. Et tout le monde sait c'est le puits de qui? De Abraham. Qu'est-ce qu'ils font? C'est pour ça que c'est pas seulement qu'ils le bouchent, ils le bouchent et ils le remplissent de terre. Pourquoi? C'est le boucher, tu peux dire, bon, il dérange, alors on le bouche. Non, l'idée, c'est pas de le boucher. L'idée, c'est quoi? On le voit plus. C'est d'effacer la preuve. Il n'y a jamais eu. Donc, Abraham, comment il s'appelait? On ne connaît pas. D'accord? Alors qu'est-ce qu'il fait? Il sera la première chose. Il rouvre les puits d'Abraham. Pourquoi il rouvre les puits d'Abraham? Ne dites pas que c'est moi le premier. Je ne fais que revenir sur la terre de mes ancêtres. Et qu'est-ce qui se passe quand il veut revenir sur la terre de ses ancêtres? Ah, ils sont pas d'accord. Ils sont pas contents. Ils se bagarrent avec lui. Et finalement, Yitzhak Avinu, il lâche pas l'histoire et il réussit à skier son puits. Nos sages nous disent, les puits d'Abraham, c'est quoi en fait? Ce sont des drapeaux. Les puits de Yitzhak. Les puits de Yitzhak, ce sont des drapeaux. Yitzhak, quand il creuse ses puits, il dit en fait, Rabotai, je suis chez moi ici. C'est ma terre. C'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas encore donné la terre complètement. Il faudra attendre qu'on revienne d'Égypte. Mais cette terre-là, c'est la terre qui a été promise à Abraham. C'est la terre qui a été promise à Yitzhak. Et donc, de droit, je creuse mes puits ici, et encore plus de droit, j'ouvre les puits qui avaient été creusés par mon père. Évidemment, les Philistins, ils ne sont pas contents. Pourquoi ils ne sont pas contents? Parce qu'ils comprennent exactement quel est le sens de ces puits. Vous comprenez pourquoi, a priori, les Philistins, ils n'étaient pas obligés de lui boucher les puits. Et pour embêter un juif, tu as mille et une manières. D'accord? Mais le but c'était quoi? C'était pas d'embêter les juifs. Le but c'était de dire non, vous n'êtes pas ici chez vous. Vous n'êtes pas ici chez vous. On vous élimine des preuves, on n'est pas d'accord. Et Yitzhak Avinu tient le coup. Tiens le coup. C'est un bataille, c'est très important. Même au jour d'aujourd'hui. D'abord, on comprend de là l'importance d'habiter en Eretz Israël, évidemment, mais pas en Eretz Israël. Là où nos pères ont habité, je ne sais pas si vous vous rendez compte au niveau, comment ça s'appelle, géographique, la majorité du peuple juif aujourd'hui se trouve sur les terres qui n'ont jamais été habitées par des juifs. Ça veut dire que si vous allez à Tel Aviv, il n'y a pas eu d'implantation juive à Tel Aviv à l'époque du Baït Sheni. Il
Il n'y a pas eu. Où c'est qu'il y avait la plantation juive à l'époque du Beit Sheni? Du second temple. Où? À Kocha Yaakov, à Psagot, à Bethel, à Hebron, à Bethléem, à Shrem. Ça vous dit quelque chose, tous ces noms-là? Ouais. Tous les noms qui sont où? Chez Chez les Arabes. C'est-à-dire que pourquoi? Parce que c'est la véritable guerre, on va dire, elle est sur ça. Elle est exactement sur ces endroits qui sont les preuves flagrantes de la présence juive au niveau historique. Sur ces endroits-là, c'est là qu'on va dire que la guerre est la plus tenace, et la plus intense. D'accord? La guerre, elle n'est pas sur Tel Aviv. Pourquoi? Parce que si les Juifs habitent à Tel Aviv, ça ne dérange personne pour de vrai. Parce qu'ils ne pourront jamais dire qu'on a tout le temps habité à Tel Aviv. C'est pas vrai. Cherche, creuse. Montre-moi qu'il y a toujours eu des Juifs à Tel Aviv. À l'époque du Beit Sheni, Tel Aviv c'était Cham. D'accord? Par contre, à Kochav Yaakov, à l'époque du Beit Sheni, je vais te montrer. Je vais te montrer que les Juifs ils habitaient ici. Viens, je te montre dans tes yeux. Où tu creuses dans tous les endroits ici, tout comme ça s'appelle, tout ce qu'on appelle les territoires occupés, les territoires libérés, d'accord? Dans tous les endroits où que tu creuses, tu vas trouver des preuves de la présence juive il y a ici 2000 ans et 3000 ans. C'est justement pour ça que ces endroits-là sont les endroits sur lesquels il y a le plus de tension. Parce que on préfère toujours éliminer les preuves. Vous avez compris? Malheureusement, c'était aussi à l'origine, on va dire, il y avait une volonté de ne pas rentrer dans le conflit avec les, comment ça s'appelle, avec les Arabes, et une volonté de créer un pays tranquille, pas forcément qu'on revient sur la terre de nos ancêtres. C'est pour ça que les premières implantations se sont implantées, bon, là où il n'y avait pas de difficulté. Il faut savoir que les endroits où nous sommes, d'accord, comme on a dit Shrem, Hebron, etc., ce sont les endroits où il y a la plus grande présence juive. La plus grande présence juive de toutes les générations. D'accord? En fait, ce qui se passe, Yitzhak Avinu, c'est le premier à comprendre qu'il y a une nécessité, comme ça s'appelle, de laisser des traces dans le, comme ça s'appelle, dans le terrain, dans le sol, d'accord, de planter son champ. Nos sages nous disent, les 4 puits de Yitzhak, il s'agit de 4 drapeaux. Est-ce que vous vous rendez compte de la finesse du Midrash? C'est fin, d'accord? Comment le Midrash il travaille? Hein? Attends, tu peux... Attends, une seconde. Alors on a expliqué maintenant c'est quoi les 4 drapeaux. C'est quoi les 4 drapeaux? Alors maintenant, derrière Haga, on voit que ça ne se fait pas facilement de conquérir le pays. Même Yitzhak, ça lui a pris du temps et de la difficulté. C'est ce qui est marqué que Eretz Israël, Niknet, Beisourim. Pour avoir le mérite d'avoir Eretz Israël, il faut faire des efforts. Bezrat Hashem, alors nous aussi dans notre génération, nous aurons le mérite de voir Rechovot. C'est comme Rechovot. Non, le troisième Mikdash, vous avez raison, c'est le Ramban, mais d'après le Midrash. C'est quoi le Rechovot en fait? C'est en fait que, bon, au Hashem, on s'est implanté et on est tranquille. Bon, maintenant on a les Khamisha Khumshel Torah. Dans la Torah, on voit qu'ensuite après, Loya arrive. Ils ne se sont pas querellés. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un moment où finalement, on se bat. Regarde, c'est exactement ce qui se passe à Mavdil. Tu comprends? À Mavdil, quand on veut créer un Yishuv, on crée le Yishuv. Qu'est-ce qui se passe? Il vient en aller. Bon, tu reviens. On vient en aller. Tu reviens. On revient. Bon, au bout de la 4e fois, eh ben tu restes. Vous savez comment on a gagné Hebron? Il y avait des Juifs à Hebron. D'accord? Les Juifs, ils se sont enfermés à Hebron, ils ont dit on ne bouge pas d'ici. On ne bouge pas d'ici. D'accord? Ah, vous étiez la semaine dernière à Marat. Comment ils ont tenu? Quand la femme enceinte, elle dit non, moi, si vous ne me laissez pas revenir, je ne bouge pas. Qu'est-ce qu'ils ont compris? On ne peut pas. Ils sont tenaces, ils sont ancrés. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc il y a une difficulté au début, et encore une difficulté, et encore une difficulté. Mais finalement, cette paracha-là nous dit, sache-le, il y a un moment où finalement ça va s'arrêter. Tu vas être tenace et tu vas avoir tes droits qui vont être reconnus.
C'était à Hebron, l'histoire du Rav Goren et le drapeau. Il y a l'histoire, c'est Vous avez raconté oui, d'accord. Exposé à cette image. Bon, Non, on est encore dans le processus, quoi. là on est encore dans le processus. On est dans le processus qu'on voit dans les psukim. D'accord? Et c'est pour ça que c'est important. Vous comprenez quel impact ils ont ces psukim sur nous? Si on ne rend pas compte, on a toujours une difficulté pour réussir, mais finalement, Non. on va réussir, on va les attacher. Alors, première vision des choses. Deuxième vision des choses. Alors, les Béhéron, c'est contre quoi? Contre Rabbi Shimon. Tu nous as posé la question très pertinemment. Hein, quel rapport? D'accord? Quel rapport entre Rabbi Shimon et les puits? C'est une preuve écrite. C'est quelle preuve écrite? La Torah, on était là-bas. C'est une tracée. Ah, la Torah, c'est une preuve écrite au débat. Oui, mais a priori, quand on dit les 5 livres de la Torah, C'est la Torah. Ouais, on parle d'autre chose. On a dit que les pluies c'était la Torah. Que l'eau c'était la vie, c'était la Torah. L'eau, c'est la vie, c'est la Torah. Très bien. Mais quel rapport avec les puits de. C'est pareil, au début quand on arrive devant la Torah, on voit plein de contradictions, c'est pas logique, c'est pas de trucs comme ça. Plus on approfondit, plus on arrive à avoir moins de marque-loquettes, à C'est joli ce que c'est un peu plus tu dis. logique. Au début, quand on étudie, on a l'impression que c'est la bagarre, on ne comprend pas ce qui se passe. Rien qu'avec le temps, hein, finalement, on arrive à Rachvut Adat, on arrive à une compréhension large. Il a fait. C'est joli ce que tu dis. Je suis pas, au niveau du Midrash, je ne suis pas persuadé que c'est le Pshat. Voilà, parce que ce que je veux comprendre là, c'est en quoi vraiment les puits, ils sont liés à la Torah. Tu comprends? Comme on a expliqué avec les drapeaux, on a expliqué que les puits de Yitzhak, ce sont des drapeaux. Tu comprends? Donc il faut expliquer comment les puits de Yitzhak, ce sont les Chamisha Chumshe Torah. Toi, tu me dis en fait, écoute, on a là comment ça s'appelle, une allégorie, tu vois, on a un machal et un nimshal, d'accord? Que, bon, regarde, comme des fois dans les puits, tu as difficulté de trouver de l'eau, dans la Torah, tu vas pas toujours trouver. Mais avec le temps, finalement, tu vas y arriver. C'est joli ce que tu dis, tu vois, mais tu as fait du midrash sur le midrash. Tiens, compris? Moi, je comprends, hein, quel est le sens du midrash. Pourquoi le midrash nous dit, sache que les puits, ce sont les Chamisha Chumshe Torah. Peut-être que le seul moyen de. Parce que le puits c'est un signe que la terre nous appartient. Oui. Le seul moyen d'appartenir à Israël, enfin d'avoir la terre, c'est de respecter les 5. C'est d'étudier la Torah. Il a fait, c'est joli ce que tu dis, mais quel rapport entre le puits et le Chamisha Chumshe Torah? Tu es en train de parler en fait du lien qui est entre la Torah et Eretz Israël. Tu as raison, il y a un lien entre la Torah et Eretz Israël, c'est 100% juste. Mais quel rapport avec le puits? Alors tu dis oui, mais le puits ça représente Eretz Israël. Tu dis que le puits ça représente Eretz Israël par rapport au midrash d'avant. N'est-ce pas? Voilà, donc ce qu'on veut comprendre, c'est qu'il y a deux midrashim, comprendre que chaque vision, qu'est-ce qu'elle vient nous dire. Alors pour essayer de comprendre ça, nous allons se dire ensemble quelques mots du Ktav et Kabbalah. Le Ktav et Kabbalah, c'était le rab de Klonenburg. D'accord? Et il explique les choses suivantes. Vaikra lahem shemot ke shemot hashakara lahen avinu. Alors, Yitzhak Avinu, quand il a recreusé les puits de son père, comment il les a appelés? Par les mêmes noms que son père les a appelés. Comme nous. D'accord? On habite à Bethel. Pourquoi on appelle cet endroit Bethel? Parce que ce Bethel là, c'est le vrai Bethel de nos pères. D'accord? Donc même dans la vision d'avant, qu'on a dit avant, on revient sur nos terres, c'est pour ça qu'on redonne les mêmes noms que nos pères ils ont donnés. Mais regardez comment le Ktav HaKabbalah, lui, va expliquer ça. Veitachem, il se peut. Des Kriyat Shemot, les Be'erot, les Adomé, les Sha'ar Kriyat Shemot, Shehu les Zichron, Chasdei Hashem ou Poulotam. A priori, les noms que Abraham avait donnés à ses puits, ce sont des noms qui viennent rappeler les bontés d'Akadosh Baruch Hu. Kénian. Vaikra Abraham Shema Komahu, Adonai Yireh. Comment il appelait le Haramoria Abraham Avinu? Hashem Yireh. Pourquoi? Parce que à cet endroit-là, Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé. Uba Katuv Leodiad, les trois petits points. Uba Katuv Leodiad. Et le pasuk vient et nous enseigne. Qui Yitzhak achaz b'maase Abraham. Yitzhak Avinu, d'accord, il a continué le chemin de son père. V'itam etz l'arpor ota averot le shemota, pour creuser les mêmes puits et donner les mêmes noms que son père.
כדי להחזיר עטרת אמונה אמיתית למקומה. Pour rappeler la émouna. Alors, je vais expliquer ce que nous dit le Ktav Kabbalah. Le Ktav Kabbalah, il dit, tu sais, Abraham Avinu, c'était un genre de shliach Chabad. D'accord? Il voulait répandre la Torah et la Emouna. Alors, comment il a fait? C'était quoi le truc qu'il s'est servi à Abraham Avinu? Alors aujourd'hui, les shliach Chabad, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire Ta'aluchat Lag BaOmer. Par exemple, le défilé, la parade de Lag BaOmer. Abraham Avinu, il était encore plus fin. Il a dit, tu sais, tout le monde doit boire. Tout le monde doit boire. Alors il a fait le bistro d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Ou bien le bistrot de Adam Arishon. Ou bien comment ça s'appelle? Au reconnaissant. Et bon, alors les gens ils vont dire, ah, c'est quoi ce nom là? Il dit, il faut être reconnaissant à Kadosh Baruch Hu. Et écoute, voilà, tu vas voir, il faut reconnaître. Ah, le bistrot d'Akadosh Baruch Hu. C'est qui ça, Akadosh Baruch Hu? Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait Abraham Avinu? Il a fait des pluies, et il leur a donné des noms. Mais pourquoi? C'est quoi les noms? Qu'est-ce qu'il y avait de spéciaux? De spéciaux, les noms qu'Abraham Avinu a donné à ses pluies. Il les a pas appelés Germaine et Coluche. Il les a appelés par des noms qui vont entraîner la Emouna. C'est comme par exemple, tu peux avoir des noms de rues. Par exemple, Kochavia Yaakov, c'est quoi les noms de rues? Torah Mitzion, Simchat Olam, Kol Hator. Tout ça, c'est des noms qui sont remplis de. Comment ça s'appelle? Qui sont remplis de Emouna avec un message, etc. Et des fois, tu as des noms. Tu dis, c'est quoi ce nom-là? Je sais pas. Rue des Coquelicots. Rue des Poulets. Bon, tu dis. Rue de la Paix, par exemple. Tu dis, c'est un nom avec moi, j'habitais, quand j'étais en France, rue de Charonne. C'est qui c'est Charonne? C'est quoi Charonne? Rien, tu comprends pas. Rue de Charonne, comme ça, ça s'appelle comme ça. Bon, alors tu peux. Abraham Avinu, quand il a appelé les noms, comment il les a appelés? Avec des noms. Voilà. D'accord? La rue des Tuiles, la rue de la Kippa, la rue. Bon, d'accord? Et c'était en fait le puits. Bon, on a compris? On va expliquer le Rabbi Claude. Bon, très bien. Maintenant, essayons, par son explication, de comprendre le Midrash. Pourquoi les Pléchim, ils ont bouché ces puits? Ils étaient contre ces idées. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Les gens, par l'intermédiaire de ces choses-là, ils ont commencé à dire, bon, à se poser des questions, et pourquoi, et où il a Kadosh Baruch Hu, et bon, alors c'est qui dirige le monde, et comment il faut se comporter, etc. Bon, Abraham a décidé, qu'est-ce qu'ils ont fait tout de suite, on a trouvé une solution pour, pour empêcher le Bet Rabat de rester ici. Pourquoi? On veut pas qu'il y ait des preuves. Maintenant, il ne s'agit pas maintenant d'implantation de Abraham dans la terre. Il s'agit de quoi? Du message de Abraham, de la foi de Abraham. Abraham Avinu, en fait, les puits d'Abraham, c'était le moyen pour Abraham Avinu de propager la foi. De la même manière que sa tente, c'était le moyen de propager la foi. Les puits étaient un moyen de propager la foi. Abraham est décédé. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Philistins? On n'a jamais entendu parler. On ne connaît pas Abraham, la tradition, la religion. De quoi tu parles? Moi je ne connais pas, j'ai jamais entendu parler. Qu'est-ce qu'il fait Yitzhak? Il vient, il recreuse, et comment il les appelle? Les mêmes noms que son père a appelés. Qu'est-ce qu'il veut dire? Vous croyez vraiment que vous allez nous empêcher de propager notre message? Le message que mon père il a propagé, moi aussi je suis là pour le propager encore plus. Je vais encore faire d'autres puits. Je vais encore continuer dans le même chemin. Encore un Bet Rabat. Quand je dis un Bet Rabat, c'est rien qu'une. C'est une image, ça change rien. Mais tous les moyens toutes les tendances qu'on va trouver dans le peuple juif qui vont, comme ça s'appelle, essayer de propager. Je parle du Bet Rabat parce que. Cette semaine, vous savez que j'étais vraiment très touché. J'ai entendu des informations, il y a eu le rassemblement de tous les shlichés Chabad. J'ai entendu rien que le nom des pays, j'ai pleuré. J'ai dit c'était extraordinaire. J'ai dit le shliach en Angola, le shliach au Cambodge, le shliach au Congo, en Azerbaïdjan,
au Biribidjan. Tu dis, mais je connais même pas le nom des pays, où c'est que ça se trouve ces endroits-là? Tu vois? Et t'as un chalia. Tu dis, c'est quoi la Messirut Nefesh? C'est quoi ça? C'est les enfants d'Abraham Avinu qui vont et qui creusent un puits en plein Congo et ils vont. J'ai difficulté à imaginer de quoi il a l'air le Betraba de Congo. Tu vois, c'est une cabane comme ça, avec des, comme ça s'appelle d'accord? Et tu rentres dedans, tu vois un gros écran avec le rabbi. Bon, alors. Donc, c'est une force. D'où elle vient cette force? D'où elle vient cette force? C'est qui ça? C'est Abraham Avinu. C'est Abraham Avinu qui est le premier, qui ouvre sa tente, qui creuse des puits, qui donne des noms de Kodesh. Et Yitzhak qui vient, qui dit, on continue, on ne s'arrête pas. Vous ne nous empêcherez pas de propager notre message. C'est quoi ça, Rabotai? C'est quoi en fait les 5 puits de Yitzhak? Les 5 puits de la Torah. Maintenant, tu comprends maintenant? Donc les puits, ça en fait, c'est le moyen de propager le message. La Torah, c'est le message divin. Donc les puits d'Abraham Avinu, c'est le moyen par lequel lui propage la Torah. Il propage sa émouna, comme par exemple, on dit, tu veux faire un bon chiot, qu'est-ce que tu fais? Tu amènes des gâteaux, comme ça s'appelle une collation, d'accord? Il y aura un chiot, il y aura à manger. Bon, les gens ils viennent pour manger, d'accord? Et en même temps, ils écoutent le chiot, d'accord? C'est qui a inventé la méthode? C'est Abraham. Il dit, de l'eau fraîche dans plein désert. Bon, le bonhomme il arrive, il est fini ce matin? Alors, c'est ça l'idée du puits, d'accord? C'est ça l'idée du puits, d'accord? Il vient là-bas, et à côté du puits, quand ça s'appelle un grand placard, comme ça, n'oubliez pas de faire la bracha. D'accord? C'est ça l'idée du puits. Donc les 5 puits d'Abraham, c'est les Khamisha Kumshe, c'est les Khamisha Kumshe et Torah. Sur ça aussi, qu'est-ce qu'on voit? Ça se fait pas toujours facilement. Pas toujours. On va dire, l'environnement va être, on s'appelle, va être contraire d'hostile, va être accueillant, d'accord, va être encourageant. Des fois, il va y avoir une certaine hostilité. Mais, quand tu as la émoula, tu continues. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Au contraire, les gens, ils te disent, c'est vous qui êtes dans le, c'est vous qui êtes dans le grand chemin, c'est vous qui êtes dans le vrai, dans le derrière à toi. On a compris? D'accord. Alors, puisqu'on a vu ce midrash, je vais vous ajouter encore, avant la cerise sur le gâteau, un autre midrash. Regardez le midrash à haute tête. Va Vimelech Allah Elav Migra. Donc après toute cette histoire, Yitzhak Avinu il est parti à Beersheba, et Abimelech il lui dit, tu sais, nous, on t'a toujours aimé, on t'a toujours fait que du bien, puisqu'on t'a pas touché. Vous vous rendez compte qu'on s'appelle l'insolence? Bon, en tous les cas, Megora, alors c'est quoi Migra? Megora, il se grattait. Non, Megora ça veut dire du mot, Megora ça veut dire il était étranger. De quoi il s'agit? Mais la mèche, les sous l'estime, les torbeto, sont rentrés chez lui des voleurs et ils lui ont fait la peau. Et donc, il a quitté pour venir voir Yitzhak. Première vision. D'abord, Migra, Megora, mais la mèche, il était malade. Vous avez compris? Bon, essayez de comprendre. Quelle est la difficulté du pasouk? Pourquoi est-ce qu'il est venu le voir? Pourquoi est-ce qu'il est retourné le voir? Alors, pourquoi il est retourné le voir? D'accord. C'est le roi en plus. Mais c'est quoi la difficulté qu'il y a dans le pasouk? Il y a une difficulté dans le pasouk. Ah, il y a une répétition. Pour quelle répétition? Migra, Megora. Non, Megora, c'est l'explication du midrash. Ah, Regardez dans le pasouk. Vayelech, Avimelech, Alach Elav Migra. Comment on devrait dire en hébreu? Avimelech, Baël. A priori, on dit pourquoi il est venu à Avimelech? Pour parler à Yitzhak. Donc comment ça devrait être marqué? Et Avimelech est venu à Beersheba. Et comment c'est marqué? Avimelech, il est parti de Gra. C'est une manière bizarre de dire que. Comment? Au lieu de dire le bonhomme il est venu à la yeshiva, bon il a quitté sa famille. Mais non, il est venu à la yeshiva. Ah, mais quand on le sait, c'est parce qu'il a fui. Oh, alors, dans le pasouk, il est clair que
c'est pas que Abimelech il est venu volontairement vers Yitzhak, c'est qu'en fait il a été mis, il avait une difficulté à rester à Agra, et c'est pour ça qu'il est venu chez Yitzhak. En fait, il a compris que quoi? Qu'il a une difficulté à Agra à cause Départ d'Israël. du départ d'Yitzhak. D'accord? Dans le Passouk, c'est clair. C'est ce qui est marqué dans le Passouk. C'est quoi la difficulté? Nos sages viennent et nous disent deux options. Première possibilité, il y a eu des brigands. Deuxième possibilité, il était malade. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, a priori, avec votre permission, d'accord, je thèse que ce midrash, il est parallèle au midrash qu'on a vu avant. À savoir, on a vu deux manières d'expliquer, d'accord, les pluies de Yitzhak. Première manière, on a dit, c'est quoi? Yitzhak dit que je suis chez moi. Et qu'est-ce qu'il dit à Abimelech? T'es pas chez toi. Qu'est-ce qui est arrivé à Abimelech quand Yitzhak il s'en va? Il est plus chez lui. Il est plus chez lui. Ça veut dire quoi? En fait, sache-le, que le fait que toi, on t'a toléré en Plishtim, c'est par le mérite de qui? Par le mérite de Yitzhak. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Quand le juif il s'en va, et le gars il se mord les dents, il dit mais c'est pas possible, mais pourquoi? Mais je croyais que tous mes problèmes c'était à cause de qui? À cause des juifs. Le juif il est parti, qu'est-ce qui se passe? Encore pire. Tout devient pire. Il dit, ah, mais c'est dans le contraire. En fait, c'est par le mérite des juifs que nous avions une réussite. D'accord? Vous savez que quand les juifs d'Espagne ont été expulsés, ils sont partis où? Une grande partie sont partis dans l'Empire ottoman, en Turquie. Pourquoi? Parce que quand l'Empire, comment s'appelle l'Empire ottoman, donc il a entendu que il renvoie les juifs, ils sont fous ces gens-là, ils vont perdre tout. Après que les juifs ils ont quitté l'Espagne, qu'est-ce qui se passe avec l'Espagne? Elle a chuté. Par contre, lui il a dit j'ouvre les portes, venez chez moi, venez chez moi. Ils sont venus dans l'Empire ottoman, c'est devenu une superpuissance. C'est une superpuissance. D'accord? Bon, maintenant, ils disent revenez chez nous, vous êtes nos citoyens, on vous a toujours aimés. Si tu dis je suis Sfarad, tu dis je suis El Koubi, donc je suis Sfarad, comment ça s'appelle, d'Espagne, on te donne comment ça s'appelle la nationalité. En gros quoi, vous êtes nos citoyens, évidemment. Comme Yitzhak, il est citoyen à Gra. Et ils vont nous dire, on vous a toujours aimé, on vous a pas tué. Ils ont tué ou pas? Ils n'ont pas tué. Donc quoi? On vous a toujours fait que du bien. Regardez comment la Torah elle est. Si, ils ont tué. C'est l'hypocrisie. Ils disent, nous on t'a jamais fait de mal. Vous êtes nos citoyens. Évidemment, on est nos citoyens. Hein? Alors, donc première option, en fait, quand Yitzhak part, on va dire, Abimelech prend conscience que quoi en fait? C'est pas vrai, c'était une bêtise. Deuxième option, ils se sont posés à Yitzhak à quel niveau? On a dit au niveau spirituel. Les puits de Yitzhak, c'est les puits de la Torah, comme ça s'appelle, c'est l'expansion de la Torah. Qu'est-ce qui se passe? Ils se tombent malades. C'est-à-dire quoi? Ils se rendent compte que quoi en fait? Que ce côté spirituel, c'est lui qui nous fait tenir. C'est lui qui nous fait tenir. C'est lui qui nous fait vivre. S'en va Yitzhak, il se rend compte que qu'est-ce qui s'est parti? Le rabbin il est parti. Ben c'est pas bien. Si le rabbin il s'en va, il y a un problème avec, comment ça s'appelle? Ok. Avec entendu une fois, en plus c'est sur lesquels, je crois que c'est Rabbi Yaakov Aversera, le père le grand-père du Baba Saleh. Et il habitait dans une. Il habitait dans un village au Maroc. Et il lui donnait, tous les juifs lui donnaient une cotisation pour entretenir le rabbin. Non, Rabbi Yaakov il donnait pas beaucoup de shiurim. Il était beaucoup dans sa maison, il étudiait, mais il donnait pas beaucoup de shiurim. Alors un jour, il y a des juifs comme ça, ils se disent ouais, ils donnent pas de shiurim, il faut changer ce rabbin, c'est pas normal, etc. Bon, alors, une délégation, ils vont voir le rabbin, et ils lui disent monsieur le rabbin, vous donnez pas de shiurim, pourquoi on doit payer autant, etc. Peut-être qu'on arrête la. Ils en ont discuté, moi j'ai pas de problème.
Mais je vous dis une seule chose. Allez poser la question aux sages-femmes de notre village. Est-ce que dans les 2 dernières années, il y a eu une fausse couche ou un mort-né? Ils vont voir les sages-femmes et disent, il y a eu une fausse couche, un mort-né. Et ils disent non, c'est un miracle. Il n'y a pas eu de fausse couche, ni des morts-nés, ni des enfants qui sont morts en bas âge. Maintenant, à cette époque-là, c'était très courant. Bon, les Juifs, ils ont entendu ça, ils ont compris. Ils se sont tus. Ils ont dit, bon, c'est pas grave, c'est pas... Ils prient pour nous, ça suffit. D'accord? Ils prient pour nous, ça suffit. D'accord? C'est ça, en fait, l'idée qui s'est passée avec Yitzhak. Ils croyaient, comment ça s'appelle, Yitzhak, le parasite. Hein, il étudie la Torah, etc. Un parasite. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on va attendre chez nous. Ouais, ils s'en vont chez eux. Il n'y a plus de parasites. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors maintenant, tout devrait être magnifique. Et qu'est-ce qui se passe? Les maladies, etc. On comprend que c'est pas nous qui lui faisons une. Comme ça, c'est pas nous qui étions bons avec lui, c'était lui qui était bon avec nous. Alors donc finalement, 2 messages importants de cette paracha. A priori, des puits qu'on creuse, etc., tout à fait insignifiant. Le Midrash lui dit, t'as rien compris. Il s'agissait ici de ténacité sur 2 éléments, sur lesquels un juif il doit être tenace et on doit apprendre de Yitzhak. Il faut apprendre qu'il faut être tenace sur notre enracinement dans notre terre. Il s'agit de notre terre, il s'agit de la terre de nos pères, d'accord? Ça prendra du temps, mais finalement, la vérité éclatera au grand jour. Deuxièmement, la propagation de la Torah. Nous devons enseigner le message. Je vais passer le message d'Akadosh Baruch Hu, d'accord? Évidemment à nos frères, et aussi à l'ensemble de l'humanité. Mais ça aussi, il y aura toujours des difficultés dans le chemin. C'est pas que tu vas vouloir enseigner, tu vas vouloir donner un cours. Oui, venez. Non, une yeshiva, je sais que quand la yeshiva elle est venue, comme ça s'appelle, on devait être à Yerushalayim. Alors il y avait plusieurs. Ah non, ça fait du bruit une yeshiva. Du bruit. Bon, en fait, ils voulaient pas. Ils voulaient pas une yeshiva. Mais ça ne marche pas comme ça. D'accord? On est tenace, on essaie ici, on essaie là, et finalement, la vérité éclate au grand jour. Mais Hashem, il s'agit donc d'un message extrêmement optimiste pour notre génération qui a le mérite de voir le début de ce développement. Et Bezrat Hashem, nous aussi, nous arrivons à l'étape de Rechovot. Farinu Baaretz. Regardez comment le passage qui dit, nous allons nous épandre dans la terre. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.